Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ. J'essaierai de vous faire une vidéo comme ça tous les mois, une petite vidéo FAQ où je réponds à vos questions. Donc je vais vous donner le sommaire des questions. Comme ça, s'il y a une question qui t'intéresse pas ou une question qui t'intéresse en particulier, tu avances ou tu recules. Je vous donne le sommaire. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est « Je veux investir dans un mobil-home ». Je vais développer. La deuxième, c'est « J'ai vu que tu as mis une annonce de box et je voudrais investir dans un box, qu'en penses-tu » La troisième, « J'ai acheté une maison en bénéficiant du prêt à taux zéro. Ai-je le droit de louer en colocation meublée ?» On va voir ça. Quatrième question, « Dois-je acheter ma résidence principale avant de commencer l'investissement locatif ?» Cinquième question, « Mes revenus locatifs vont dépasser mon salaire. Puis-je pouvoir rester en LMNP ?» Sixième question, « Que regardes-tu quand tu fais une visite ?» Septième question, « Quels problèmes rencontres-tu dans tes locations courte durée ?» Huitième question, « Quand auras-tu ta formation en ligne ?» Neuvième question, « Nous avons 2 immeubles en nom propre d'une valeur de 300 000 € chacun. Je voudrais les donner à mes enfants en étant taxés le moins possible. Comment faire ?» Dixième question, « Aurais-tu la liste des réparations qui incombent aux locataires et aux propriétaires ?» Onzième question, « Dois-je envoyer la quittance tous les mois ou seulement si le locataire le demande ?» Dernière question, « Peux-tu m'éclairer à ce sujet ? On me dit de créer une SCI pour commencer l'investissement locatif et d'en créer une pour chaque bien acheté. » Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. On va commencer par la première. Donc la première question a été posée par Dylan Cynthia. Je te passe le bonjour. Et tu m'as dit « Salut Mehdi, je veux investir dans un mobil-home. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, effectivement, l'investissement dans un mobil-home, ça peut paraître très intéressant parce que tu sais que les semaines de vacances scolaires, notamment l'été, tu peux regarder les campings, ils sont quasiment tous pleins et les mobil-homes se louent très bien. Le seul désavantage que j'y vois, et là où je te dirais, si tu veux investir dans un mobil-home, il faut faire attention, il faudra bien négocier ça avec le camping sur lequel tu vas mettre en exploitation ton mobil-home, c'est que ce soit bien indiqué dans le contrat la durée minimum d'exploitation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Beaucoup de campings exigent qu'au bout de 3-4 ans, pour renouveler leur parc, tu changes ton mobil-home. C'est-à-dire que toi, tu as investi dans un mobil-home, 3-4 ans après, on te dit « Écoute, monsieur, ton mobil-home, il est vieux, tu le changes ou tu dégages. » Et du coup, ton investissement, il devient moins rentable parce qu'il faut que tu rachètes un mobil-home. Donc, si tu arrives à négocier ça, par exemple, une durée minimum d'exploitation avec le camping sur lequel tu vas être, une durée minimum d'exploitation, disons, de 10 ans, où on ne t'oblige pas à changer ton mobil-home, aussi un tarif fixe ou alors peu évolutif sur 10 ans du prix de la location de la parcelle, effectivement, une fois que tu as négocié ça et que tu as ces paramètres, tu peux, toi, derrière, faire tes calculs et effectivement, ça peut être une très bonne affaire. Seulement, si tu n'arrives pas à négocier ça, tu n'auras pas la mainmise là-dessus et du coup, le camping peut décider du jour au lendemain, enfin, d'ici 3-4 ans, de dire que ton mobil-home, il est trop vieux, faut que tu changes, sinon tu dégages, ou alors de t'augmenter le prix du loyer sans cesse de la parcelle, ou alors de t'augmenter les frais qu'ils te facturent en eau, EDF et les frais de gestion autres. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut absolument que tu ficelles tout ça dans le contrat d'exploitation que tu vas rédiger avec eux. Si tu t'entends sur un prix sur 10 ans qui ne bouge pas trop et qui reste fixe, effectivement, là, tu peux te faire un prévisionnel et ça peut être une très bonne affaire. Voilà les conseils que j'ai à te donner si tu veux investir dans un mobil-home. La deuxième question, c'est une question de Chérine. Salut Mehdi, j'ai vu que tu as mis une annonce de box sur Facebook et justement, je voulais investir dans un box. Que penses-tu de l'investissement dans un box? Bon, alors, je vais essayer de te répondre simple. L'investissement dans un box, pour moi, c'est naze. L'investissement dans 10 box d'un coup, oui. Pourquoi? Parce que si tu veux devenir rentier en investissant dans un box, ça va être difficile. Il va te rester peut-être 30 ou 40 € de cash flow. C'est pas avec ça que tu deviendras rentier. Maintenant, si tu en achètes 10, comme l'annonce que j'ai mis sur Facebook, si tu en achètes 10, tu achètes par lot, oui, tu peux devenir rentier. Mais en achetant un par un, tu ne deviendras pas rentier. Il faut savoir que le travail effectué pour l'achat d'un box, c'est le même que lorsque tu vas acheter un appartement. C'est-à-dire la constitution du dossier, c'est la même. Il faut demander le prêt, il faut que tu montes ton dossier avec tes papiers, tes 3 dernières fiches de paye, ton contrat de travail, tes avis d'imposition, etc. Donc c'est le même travail fourni.
Donc faire tout ce travail pour un seul box qui va générer 30 ou 40 euros de cash flow, pour moi, c'est pas une bonne stratégie pour devenir rentier. Maintenant, tu m'achètes des lots de 10 box, 15 box. Là, je te dis oui, c'est intéressant. Voilà. Question numéro 3, une question d'Anne-Marie. Salut Mehdi, j'adore ce que tu fais, merci, c'est gentil. J'ai acheté une maison en bénéficiant du prêt à taux zéro, seulement je ne veux plus y habiter, ai-je le droit de la louer en colocation meublée? Alors, Anne-Marie, non, tu n'as pas le droit de louer cette maison en colocation meublée. Tu auras le droit, si tu as bénéficié du prêt à taux zéro, de louer cette maison. Seulement, il faut que tu regardes, il y a un délai minimum avant de louer cette maison. Il y a des conditions à respecter, par exemple que tu as un éloignement de ton travail. Je crois que si tu divorces, il y a des conditions à respecter. Si demain ton travail se retrouve à plus d'1 heure et demie de cette résidence que tu as achetée, tu auras le droit de louer, mais tu n'auras pas le droit de louer en exploitation meublée. Tu auras le droit de louer en nu. Donc non, pour une colocation en meublé, tu n'as pas le droit si tu as bénéficié du prêt à taux zéro pour cette résidence principale. Quatrième question, une question de Liberté Financière 33. Salut Mehdi, dis-moi, dois-je acheter ma résidence principale avant de commencer l'investissement locatif? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps et qui revient souvent. Dans les youtubeurs que vous suivez qui font de l'immobilier, il y a les deux avis. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale et ceux qui disent qu'il faut l'acheter et ceux qui sont, comme moi, entre les deux, qui donnent des arguments. Dans quel cas tu dois l'acheter, dans quel cas tu ne dois pas l'acheter. Pour moi, oui, tu dois acheter ta résidence principale. Mais sous quelles conditions? Tu dois acheter ta résidence principale parce que ça va rassurer la banque. Tu dois aussi acheter ta résidence principale, mais tu dois bien l'acheter. Je m'explique. Si tu achètes ta résidence principale et que tu payes 1000 euros de mensualité, je sais pas, une maison, un grand appartement, et que tu payes 1000 euros de mensualité, et que cet appartement que tu as acheté sur le marché de la location, il vaut 1300 ou 1200 euros, oui, il faut que tu l'achètes. Parce que du coup, ça devient un actif, même vis-à-vis de la banque. Quand tu vas y aller, tu vas dire, regardez, moi, mon appartement, je le paye 1000 euros. Sur le marché de la location, il vaut 1200, 1300 euros. Tous les mois, j'amortis du capital, donc je m'enrichis. Donc là, oui, il faut l'acheter. Maintenant, si c'est l'inverse, que tu achètes un appartement, que tu as 1000 euros de mensualité et que cet appartement sur le marché de la location, il vaut 800 euros, non, dans ce cas-là, il est préférable que tu restes en location. Donc tu vois, dans l'achat de ta RP, tout est une question d'opportunité. Tout est une question de bonne affaire. Si tu fais une bonne affaire, oui, achète. Oui, je te confirme, la banque préférera que tu aies une résidence principale. Pourquoi? Parce qu'elle saura te retrouver au cas où. Si tu es locataire, mets-toi à la place de la banque, tu peux, en cas de pépin, on ne sait jamais, disparaître du jour au lendemain. Tu peux disparaître, changer d'adresse, etc. Et ça va être plus difficile. Si tu as une résidence principale, elle aura l'occasion, non seulement si tu ne payes pas, de te saisir ou de te mettre une hypothèque dessus lorsqu'elle va te prêter et ça va la rassurer. Ceux qui disent que il faut rester en location et ne surtout pas acheter sa résidence principale, parfois ça me fait rire parce qu'ils oublient de te dire autre chose. Ils disent que en étant locataire, du coup, tu n'as pas de crédit. Et lorsque tu arrives à la banque, tu n'as pas de crédit. D'accord, tu n'as pas de crédit. Mais tu as un loyer. Et tu crois que la banque, elle ne prend pas en compte ton loyer dans ton calcul de capacité d'endettement. Si tu payes un appartement 1000 euros, quand tu les écoutes parler, tu arrives devant la banque, elle prend pas en compte, tu n'as pas de crédit. Mais elle va prendre en compte ton loyer. Ce loyer de 1000 euros que tu payes. Et elle va venir l'intégrer dans ta capacité d'endettement. Elle va venir le mettre en déduction. Donc l'un dans l'autre, la banque préfère prendre que tu aies résidence principale, elle préfère prendre le crédit que tu payes puisqu'il vient s'amortir en déduction de ton capital. Et du coup, tu t'enrichis puisqu'elle pourra prendre en compte la valeur que tu as déjà remboursée et la valeur sur laquelle elle pourrait le vendre potentiellement. Disons qu'il te reste plus que 80 000 euros à payer et que demain ton appartement il vaut 120 000, elle fait déjà le différentiel de 40 000 euros qu'elle vient ajouter dans ton actif. Lorsqu'elle fait une étude de ton patrimoine, elle viendra ajouter ces 40 000 euros qu'elle mettra dans ton actif. Si tu restes en location, elle mettra 0 dans ton actif. Donc c'est pour ça que les youtubeurs qui vous disent absolument de ne pas acheter, ils me font rire. Ils oublient de vous dire, le critère numéro 1, c'est que la banque prendra ton loyer chaque mois et viendra le mettre en charge pour calculer ta capacité d'endettement. Et de plus, si tu es locataire, tu devras te loger toute ta vie, donc tu auras un loyer à payer toute ta vie. Voilà pourquoi je suis plus partisan de l'achat de sa RP quand elle est bien achetée.
Voilà, je me suis un peu étalé sur le sujet. J'espère avoir répondu à ta question, Liberté financière 33. Question numéro 5 de Jean-Philippe. Salut Mehdi, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça change un peu des autres. Tu es cash et sans filtre. Merci, c'est gentil. Peut-être que parfois on me le reproche, mais c'est ma personnalité. Je voudrais te poser une question. Avec ma dernière acquisition, mes revenus locatifs vont dépasser mon salaire. Puis-je pouvoir rester en LMNP? Alors c'est une question, ça aussi, qui revient. Alors Jean-Philippe, non, tu ne pourras pas rester en LMNP. Tu vas basculer automatiquement en LMP. Il y a eu une jurisprudence depuis le 9 février 2018 où tu sais qu'avant, pour pouvoir adhérer au LMP, il fallait que trois conditions soient réunies. L'inscription au RCS, plus de 23 000 € de revenus encaissés et que les revenus dépassent d'au moins 50% les autres revenus du foyer fiscal. Aujourd'hui, ils ont enlevé cette condition d'inscription au RCS. Donc, tu n'as plus à t'enregistrer au registre des commerces. Ce qui fait que lorsque tu réunis les deux conditions restantes, plus de 23 000 € encaissés, et si ces revenus encaissés dépassent les revenus de ton foyer fiscal, les autres revenus de ton foyer fiscal type salaire, tu passeras automatiquement en LMP, en loueur meublé professionnel. Alors, ça a des petites conséquences moins avantageuses que le LMNP, mais c'est pas non plus dramatique, mais je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo, elle va faire 36 minutes. Donc oui, Jean-Philippe, tu vas passer automatiquement en LMP. Si tu veux pas passer en LMP, soit tu m'augmentes tes revenus du salaire. Je dis une connerie, si tu rentres 40 000 € de loyer, il faut que tu me touches au moins de 50 000 € de salaire. Si tes loyers dépassent ton salaire, tu passeras automatiquement en LMP avec un minimum de cotisations sociales qui sont aux alentours de 1400 1500 €. Alors, je tiens à apporter une petite précision sur ce sujet de la location meublée qui divise et qui passionne. Je sors d'une conférence en direct d'un avocat fiscaliste, maître Dimitri Boujard, qui est revenu sur ce passage automatique de LMNP vers LMP lorsque les deux conditions seulement de plus de 23 000 € encaissés, que ces loyers encaissés dépassent l'ensemble des autres revenus du foyer fiscal. J'ai dit qu'il y aurait un passage automatique en LMNP. Selon lui, et selon les dires du bulletin officiel des impôts, l'inscription au RCS n'a pas été enlevée et est toujours de vigueur. Et selon lui donc, il n'y aurait pas de passage automatique de LMNP vers LMP. Ça n'engage que lui. Ça va en contradiction avec les dires de mon expert comptable qui lui-même avait assisté à une formation où il était clairement dit que ce passage deviendrait automatique. Donc, je n'ai pas la réponse absolue. Il s'avère, par contre, plus certain que si la déclaration d'activité a été faite après le 9 février 2018, date de la jurisprudence qui a reconnu que l'inscription au RCS ne devait plus être obligatoire pour bénéficier du statut LMP, il s'avère donc que si la déclaration a été faite après le 9 février 2018, donc si la déclaration d'activité a été faite après cette date, il s'avère là par contre automatique que vous serez en LMP si vous remplissez les deux conditions. C'est donc un sujet qui divise et qui passionne. Pour l'instant, à vrai dire, je n'ai donc pas la réponse absolue. C'est pour ça que je tenais à apporter cette modification à la vidéo. Question numéro 6 de Jessie. Salut Jessie, c'est quelqu'un que j'ai coaché, que j'apprécie beaucoup. Donc je vais répondre à ta question dedans. Il m'a posé une question, il m'a dit « Mehdi, que regardes-tu toi quand tu fais une visite ?» Tout simplement, Jessie, ce que je regarde quand je fais une visite, je regarde l'emplacement, je regarde l'état du bien, je regarde les boîtes aux lettres, je regarde le voisinage. Et une fois que je rentre dans le bien, j'essaie de voir un peu tout. S'il n'y a pas d'infiltration, s'il n'y a pas d'humidité, je regarde un petit peu comment je peux redisposer l'appartement pour optimiser son rendement locatif. Je regarde un peu l'environnement et je t'avoue que j'ai une part de feeling. Dans la première minute où je rentre, je visite le bien, je sais déjà si je vais faire une offre ou pas. Je regarde son environnement. Voilà, ce sont des petites choses qui font que je sais si je vais acheter ou pas. Ensuite, j'essaie d'en savoir plus en discutant avec la personne qui vend, l'agent ou le particulier pour savoir si c'est pas une succession, si c'est pas un divorce et si je peux pas gratter quelque chose dans la négociation. Voilà. Question numéro 7 de El Chapeau. Il m'a tué son pseudo. Salut Mehdi, je voulais savoir quels problèmes rencontres-tu dans tes locations courte durée? Les problèmes que je rencontre dans mes locations courte durée, effectivement, ce sont des problèmes parfois de bruit, des problèmes de voisinage avec les autres. Effectivement, parfois, j'ai des gens qui sont en vacances ou des jeunes ou parfois des couples qui se retrouvent.
et il y a un petit peu de bruit. J'ai aussi un problème de bruit de valise. Souvent, les gens partent peut-être tôt le matin et ils font traîner les valises. J'ai aussi un problème, et ça, c'est un problème qui m'énerve. Heureusement que je délègue, mais bon, ça énerve mes petites sœurs. C'est un problème d'heure d'arrivée. Souvent, on me dit, j'arrive à 15 heures. Mes petites sœurs, elles y vont, elles attendent. Les personnes, ils arrivent à 21 heures. Donc ça, voilà les problèmes que je rencontre dans la location courte durée. Et j'ai déjà eu aussi un problème où les gens ont dû partir très tôt et ils m'ont laissé les clés dans une mauvaise boîte aux lettres et du coup, j'ai eu un problème pour récupérer les clés. Voilà, ceci dit, la location courte durée, c'est un bon moyen pour augmenter ta rentabilité, pour augmenter ton cash flow, mais ça demande quand même du travail et si tu cherches du temps libre, c'est pas le meilleur moyen d'exploitation pour avoir du temps libre. Question numéro 8 de Nathan. Salut Mehdi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Dis-moi, j'aimerais savoir quand est-ce que tu auras une formation en ligne à nous proposer. Eh ben, tu vois Nathan, je suis en train de la tourner sur ce magnifique paperboard. Je suis en train de la tourner. Seulement, comme je suis quelqu'un de perfectionniste et que j'ai envie de vous envoyer quelque chose de bien, comment démarrer dans l'immobilier étape par étape, c'est-à-dire qu'on va partir du commencement jusqu'à l'obtention de ton prêt, l'obtention de ton bien, la signature chez le notaire, la mise en location et la perception de ton premier loyer. Vraiment, je vais détailler étape par étape. Du coup, ça me demande du temps. En plus de ça, il faut que je vous tourne des vidéos, que je réponde à des questions. Et effectivement, ça me demande du temps, mais pour mon plus grand plaisir, car c'est ça que j'aime faire, vous répondre, etc. Donc, ça me demande du temps. Soyez patient. Pour l'instant, je fais aussi les coachings privés. Ça aussi, ça me demande un peu de temps. Mais donc, ça me demande du temps, mais quand elle sortira, elle sera du tonnerre. En plus, j'attends toujours le cabis pour l'ouverture de ma société. Ça traîne, le tribunal, le greffe de Pontoise, ah là là, c'est une catastrophe, une catastrophe. Donc voilà, et je suis lié avec ça. Il faut que j'ai le cabis pour pouvoir du coup mettre la formation, mettre le moyen de paiement, etc., etc. Donc voilà. Nathan, je te remercie. Patiente encore un peu, elle devrait pas tarder, mais quand tu l'auras, tu verras, ça sera du lourd. Question numéro 9 de Vicky. Salut Mehdi, un grand merci à toi pour le contenu que tu nous apportes. J'avais une question. Nous avons 2 immeubles de rapport en nom propre d'une valeur de 300 000 € chacun que nous voudrions donner à nos enfants en étant taxés le moins possible. Comment faire? Alors Vicky, il me manque quelques informations sur ta situation. Selon ton message, je suppose que vous êtes marié ou pacsé. Eh bien, c'est très bien parce que dans ce cas-là, tu as 2 enfants, tes 2 immeubles, tu m'as dit qu'ils valent 300 000 € chacun, donc il y a une valeur de 600 000 €. Eh bien, ça tombe bien puisque tu vas pouvoir donner à tes enfants en n'étant pas taxé. Je t'explique. Toi et ton mari, vous pouvez donner 100 000 € chacun à vos enfants. C'est-à-dire toi et ton mari, vous pouvez donner jusqu'à 200 000 € à chacun de vos enfants. Donc, vous pouvez donner jusqu'à 400 000 €. Tes 2 immeubles, ils valent 600 000 €. Donc, il reste 200 000 € à amortir. Eh bien, l'administration fiscale, lorsque tu donnes à un de tes enfants, fait un abattement de 100 000 € par enfant. Donc là, on est en plein dedans. Tu vas avoir donc un abattement de 100 000 € par enfant. C'est-à-dire que la valeur de 600 000 € moins les 2 abattements de 100 000 € par enfant, on va tomber à 400 000 €. À partir de là, vous pouvez leur donner 100 000 € chacun tous les 15 ans sans être taxé. Donc, vous pouvez leur donner 200 000 € par enfant, ce qui fait 400 000 €, la valeur fiscale de tes 2 immeubles après abattement. Il faut savoir que l'abattement fiscal, c'est 100 000 € et c'est tous les 15 ans. Par contre, moi, si j'étais toi, je me renseignerais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce serait peut-être plus intéressant pour toi et ton mari de donner la nue propriété à tes enfants et de garder l'usufruit. Quand tu donnes la nue propriété, si tu as moins de 60 ans, c'est très avantageux, même moins de 70 ans, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Demande à ton notaire si le montage de donation en nue propriété, il n'est pas plus avantageux. Une question de Soufiane. Salut Mehdi, j'ai souvent des problèmes avec mes locataires. On n'est souvent pas d'accord sur les réparations qui leur incombent et les réparations qui m'incombent. Aurais-tu un formulaire ou quelque chose à me transmettre pour être d'accord une bonne fois pour toutes? Soufiane, c'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes votre habitat, qui répare, qui entretient. Tu vas tomber sur un formulaire qui a été mis en ligne à télécharger par le ministère des Cohésions et des Territoires, en gros le ministère du Logement. Et du coup, c'est un formulaire. Donc, tu tapes votre habitat, qui répare, qui entretient, et tu vas tomber sur ce formulaire que tu as téléchargé, où là, il y a toutes les tâches qui incombent aux locataires et toutes les tâches qui incombent aux propriétaires. Moi, systématiquement, je télécharge ce formulaire, je l'imprime et je le fais signer
lorsque je fais une entrée dans les lieux, je le fais signer, je leur laisse un exemplaire, signé, lu et approuvé, et je prends aussi un exemplaire. Comme ça, il y a tout dessus. Personne peut dire c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais pas ça. C'est vraiment bien détaillé. Donc voilà, tu tapes votre habitat, qui répare, qui entretient. Question numéro 11 de BC Plomberie. BC Plomberie, je te passe le bonjour. On a eu l'occasion d'échanger lui et moi. Donc je te passe le bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu m'as posé la question, est-ce que tu dois envoyer ta quittance tous les mois ou seulement si le locataire le demande? Alors, théoriquement, c'est seulement si le locataire te le demande. Tu n'es pas obligé de l'envoyer tous les mois. Si le locataire te le demande, tu dois l'envoyer. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis un système où tous les mois, j'envoie. J'ai un système dans mon ordinateur. Hop, tous les mois, la secrétaire, elle tape et ça part. Mais théoriquement, tu n'es pas obligé de lui envoyer tous les mois. C'est plus si elle te le demande. Maintenant, tu peux les envoyer par mail. Ce que tu fais, c'est que tu prends les adresses mail et tu les envoies par mail. Moi, je les envoie par courrier. J'ai déjà un modèle prédéfini. Et voilà, moi, je me prends pas la tête. Je les envoie comme ça, c'est réglé. Et on arrive à la dernière question, une question d'Hugo. Salut Mehdi, peux-tu m'éclairer à ce sujet? On me dit de créer une SCI pour commencer en investissement locatif et d'en créer une pour chaque bien acheté. Alors, on va développer un petit peu sur la SCI. Est-ce que tu dois créer une SCI pour commencer? Franchement, moi, non. Pour moi, il n'y a aucun avantage à créer une SCI. Encore plus si tu crois que tu vas créer une SCI pour payer moins d'impôts. C'est absolument faux. En créant une SCI, tu te prives de la niche fiscale de ce qu'on appelle la location meublée. Vu que la SCI, ce sont des revenus d'une société civile, ça ne peut pas être des revenus de commerciaux. Et donc, tu n'as pas le droit de faire de location meublée. Sauf si tu es à l'IS. Mais du coup, à l'IS, pour profiter du cash flow et bénéficier du cash flow, tu vas devoir te le reverser sous forme de dividende, taxé encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer 3 heures. Donc, est-ce qu'il y a un avantage à créer une SCI? Je te dirais non, sauf si tu veux acheter à plusieurs pour pas être en indivision. Si vous voulez monter sur un gros projet, toi, un pote à toi, une copine à toi, vous êtes 5-6, oui, là, faites la SCI. Du coup, là, vous pourrez monter sur un gros projet et tout sera bien défini dans des statuts. Mais tu pourras pas faire de location meublée, sauf si tu es à l'IS. Et dans ce cas-là, si tu es à l'IS, tu ne pourras pas te reverser le cash flow ou alors sous forme de dividende taxé. Donc pour moi, la SCI, franchement, il n'y a pas énormément d'avantages. Ensuite, tu me dis, est-ce que tu dois créer une SCI à chaque bien? Ceux qui font ça, qui créent une SCI à chaque bien, c'est pour minorer la valeur des parts de la SCI. Donc plus tard, pour les droits de donation ou de succession, forcément, la part est minorée, parce qu'il y a déjà un abattement et en plus, la part sera minorée vu qu'il n'y a pas beaucoup de biens dedans. Ceux aussi qui font ça, et j'en connais, c'est effectivement pour renouveler l'opération. Ce sont des petits malins qui montent des SCI à l'IS et du coup, ça ne vient pas sur leur impôt sur le revenu, donc du coup, c'est invisible et du coup, ils remontent une SCI pour chaque bien en disant limite que c'est leur premier bien à chaque fois, vu que les autres biens sont transparents et invisibles. Donc ça, pareil, c'est une technique un peu de la doublette, triplette, mais sur les SCI. Est-ce que je te conseille de le faire? À tes risques et périls, j'ai envie de te dire non, parce qu'on fait de l'investissement locatif pour être tranquille et pas pour se prendre la tête. Voilà, j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai de temps en temps, je ferai une fac. J'espère que ça vous plaît. Continuez à me donner de la force. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages, de plus en plus à me demander des coachings. Ma personnalité, elle vous plaît. Je parle carré, je parle droit. Ça me fait plaisir. C'est ce que j'aime faire. Comme dit le célèbre dicton, fais quelque chose qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Voilà, c'est ce que je suis en train de vivre. Ça me plaît de vous parler, ça me plaît de vous faire des vidéos et j'ai vraiment pas l'impression de taffer. C'est de la bombe, je suis content. On continue, on est ensemble. Je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!